Vous êtes presque tous, presque toutes revenus dans cette salle du conclave où effectivement, comme me le disait Vincent Montagne, je n'ai pas à craindre d'être ou de ne pas être pape puisqu'un conclave se réunit presque par définition dès lors que le pape est mort et qu'il faut en désigner un nouveau. Il n'empêche que c'est une position toujours bizarre de tourner le dos à la moitié de la salle. Heureusement, la vidéo est là. La diversité, la force de la diversité culturelle, tout marche, ce sera le thème de cette seconde session de la matinée. Et c'est évidemment cette diversité culturelle l'une des raisons d'espérer, car la diversité culturelle, plus elle est forte, plus elle est mobilisatrice et entraînante. L'Europe peut s'appuyer sur une diversité culturelle exceptionnelle qu'on ne trouve dans aucun autre continent, évidemment, avec ses 23 langues dans les 27 pays de l'Union, près de 400 régions, avec toujours des noms de régions ou de secteurs très diversifiés, à chaque fois très divers. États fédérés, oblastis, comtés, Länder, périphérie, comitat, district, communauté autonome. Et puis il y a cette fierté qui peut accompagner l'ensemble des pays européens et de la communauté européenne. Ces 30 000 musées, ces 50 000 bibliothèques publiques, ces 30 000 écrans de cinéma, Nicolas, et Alain Susfeld qui n'est pas loin. Et puis aussi 300 biens culturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, puisqu'on est au Forum d'Avignon, où l'on parle à la fois culture et économie, c'est 3,6 millions d'emplois culturels directs, je ne parle pas des millions d'emplois indirects, c'est 3,6 millions d'emplois culturels directs. Les pays européens ainsi disposent, à travers ces différents chiffres, ces paramètres que je vous donne, disposent de gisements créatifs, de creusets, de particularisme qui s'appuient sur leurs histoires mêlées, additionnées, leur savoir-faire, leurs arts et bien sûr leur culture. C'est aussi pourquoi c'est une des explications qui fait que l'Europe, singulièrement la France, mais l'Europe reste un des points les plus séduisants qui font venir des millions et des millions de voyageurs, je n'ai pas envie de dire de touristes, de voyageurs à la découverte en Europe chaque année. Nul continent n'a cet avantage, n'a cette force, et en même temps, c'est comme si on avait quelques difficultés aujourd'hui, on le sait bien toutes et tous ici, à profiter pleinement de cette diversité et de cette addition de talents d'histoire. On est toujours en train d'hésiter entre un équilibre par trop centralisateur et une dynamique d'ensemble. On est toujours en train d'hésiter entre une manière de dispersion. Et nous savons bien, plus que partout ailleurs ici, que le seul euro ne peut être un ferment suffisant pour bâtir et dynamiser l'Europe et qu'on ne peut pas simplement traiter tous les problèmes à l'aune du marché. Avant d'ouvrir le débat avec nos invités qui ont rejoint cette table, le Forum d'Avignon a eu, je trouve, la belle idée de demander à l'AFP, merci Emmanuel Hogg, de réaliser, puisqu'on parle de l'Europe, puisqu'on parle de ces additions de talents et d'histoire qui ont été si souvent antagonistes, mais qui maintenant deviennent des forces. Ils ont demandé au Forum, à l'agence France-Presse, de réaliser une vidéo que vous allez voir dans quelques instants, composée d'images d'archives et de dépêches, comme on disait avant la dématérialisation, de dépêches historiques, de dépêches d'époque, d'origine, retraçant les étapes de la signature du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, traité dont le 50e anniversaire sera célébré en janvier 2013. Je vous propose de regarder cette vidéo. Il y a 50 ans, en signant le traité de l'Élysée, l'Allemagne et la France scellaient leur réconciliation. Mais le traité, c'est d'abord l'histoire de la rencontre de deux hommes. En 1958, Charles de Gaulle, 67 ans, l'ancien chef de la France libre, est devenu président du Conseil.
Konrad Adenauer, 82 ans, un opposant à Hitler, est premier chancelier de l'après-guerre. Et c'est l'histoire d'une amitié qui naît de leur première rencontre à Colombey-les-Deux-Églises, la résidence privée de De Gaulle. AFP, 14 septembre 1958. Président du Conseil, Madame de Gaulle attendait le chancelier sous le péristyle de l'entrée principale et c'est en arborant un large sourire que les deux hommes d'État ont échangé leur première poignée de main. L'interprète n'est d'ailleurs jamais loin, même si De Gaulle parle allemand et Adenauer français. Mais leur compréhension vient avant tout d'une vision commune et d'un respect mutuel certain. Ici, De Gaulle accueille Adenauer en décembre 1961 à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Là, les deux hommes et leurs épouses rencontrent les danseuses de l'Opéra de Paris. Visite d'Adenauer au Louvre avec le ministre de la Culture André Malraux. Dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Défilé commun avec De Gaulle à Paris. En juillet 1961, Adenauer achève une semaine en France au camp militaire de Mourmelon, où, avec De Gaulle, il passe en revue 600 blindés. 2 mois plus tard, c'est au tour de Gaulle de visiter la République fédérale d'Allemagne. Ici, sur le Rhin, aux côtés de son fils et futur amiral, Philippe de Gaulle. Là, à Bonn, où, après leurs entretiens, les deux hommes sont accueillis par une foule qui les acclame. Le rapprochement aboutit à un traité. C'est à l'Élysée, dans le décor empire du salon Murat, que s'est déroulée la séance solennelle de la signature du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande. Voilà, des images d'archives. Merci à l'agence France Presse. Et donc en janvier prochain, ce sera le 50e anniversaire de la signature de ce traité. Et je voudrais dire de façon un peu solennelle, parce que ça me semble être extrêmement fondé, à cette occasion, le Forum d'Avignon, ceux qui l'ont créé, ceux qui le dirigent, l'animent, tous ceux et toutes celles qui contribuent à ces réflexions tout au long de l'année, au cours des 5 années dernières, il est apparu évident pour toutes celles et ceux-là que le Forum d'Avignon appelle, à l'occasion de ce 50e anniversaire, à ce que la France et l'Allemagne s'appuient sur cet événement tellement symbolique pour donner une place centrale et demander qu'une place centrale soit donnée en Europe à la culture. Je suppose que plus ici qu'ailleurs, tout le monde sera d'accord là-dessus. Il y a quelques jours, je participais à une émission, il y avait le philosophe Michel Serres, et Michel Serres disait, puisqu'il évoquait le numérique, il disait, si vous, à l'occasion de cet anniversaire du traité franco-allemand, on devrait lancer l'idée d'une fusion entre les deux pays. Alors, petit émoi autour de la salle, moi-même, mon long nez en tombe, et il me dit, non, mais c'est juste faire naître l'idée. Parce que les politiques, les institutions, tout le monde trouvera bien sûr que c'est complètement absurde, mais si on lance l'idée et qu'on laisse les jeunes gens de Picardie, d'Aquitaine, du Lyonnais, et puis les jeunes gens du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie ou de la Hanse, dialoguer par le net ensemble sur l'idée, dans 1 ou 2 générations, on y arrivera peut-être. C'était une vision toute Michel Serrienne. Autour de la table, Joachim Stim, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Culture et des Sports, Léna Lillroth. Je l'ai bien prononcé ? Merci, merci Joachim. Vous êtes secrétaire d'État auprès d'elle et vous allez participer à notre discussion autour de la diversité culturelle, son importance et sa force. Christophe Kandrowicz, vous êtes fondateur et directeur du centre culturel indépendant et pluridisciplinaire, le Łódź Art Center en Pologne, et vous avez une spécialité et une qualité vous-même, puis c'est celle de la passion de la photo et l'art de la photo. Vous dirigez le Photo Festival, qui est un festival international important de Łódź. C'est l'un des plus grands festivals d'art visuel d'Europe et d'Europe centrale, mais d'Europe en général. Et puis Pierre-Carl Pellado, vous êtes président, Pierre-Carl, et chef de la direction de Québecor, qui est un grand groupe de médias et de distribution. Et vous aussi, à la fois en Amérique du Nord, mais dans le dialogue avec l'Europe, vous avez des choses à nous dire en tant qu'entrepreneur, d'éditeur, des choses à nous dire sur la
diversité. On pourrait dire que j'ai envie de commencer avec vous trois, en vous demandant si effectivement, de vos 3 points de vue, vous ministre, vous Pierre-Karl, entrepreneur, vous Christophe, qui êtes à la fois un organisateur et un artiste, la diversité vous semble aujourd'hui non seulement une évidence, mais une nécessité. Qui veut commencer? Après, on reviendra à votre présentation. Juste cette question. This question. Then presentation. For me, excuse me, I hear myself in the earphones. For me, the cultural diversity of Europe is like a basics. I'm a child of Europe. I consider myself more as a European than a Polish or a citizen of my city. I think I'm the first generation of people that can benefit this kind of identity, real European identity. And maybe it's just because of the great example of EU programs as well, like Erasmus, which was the part of my studies. I was living in Greece, I was living in Italy. We become a part of this kind of nomadic societies where we can friends in each country. I can travel in 33 countries and I can make one phone call and find friends to stay. So this is the reality right now, and I think this is what actually my presentation will be about: how to benefit from it and what is the solutions for. So we called crisis, but I will not use this word anymore. So your presentation will answer to all my questions. Yes. Following. Yes. Pierre-Karl? Écoutez, je crois que la diversité est probablement la dynamique la plus belle et la plus importante de l'humanité. C'est cette diversité culturelle qui enrichit et qui permet justement d'ouvrir nos horizons systématiquement. Ceci étant, je dirais que dans certaines régions du monde, elle se porte très bien. Dans d'autres, elle peut être menacée. Et je pense que nous devons travailler justement pour permettre son émancipation. Et c'est un peu aussi, moi, le sens de mon intervention. De votre contribution tout à l'heure. Joachim Stim. Oui, merci. Bonjour. J'aimerais bien parler français, mais je crois que c'est mieux pour tous si je parle anglais. On peut en rester là et vous continuez en anglais. Merci beaucoup. But thank you very much for inviting me here. And I can only echo what the 2 previous speakers here have said about celebrating diversity as a source of strength. And I really think that we should not be pessimistic about the future here. I think that there is a lot of strength to build on, and that's also what I would like to return to in the context of my comments later. OK. Je ne sais pas où se trouve le père Samuel. Il est là. Si on pouvait donner un micro, s'il vous plaît. Non, ça y est, on lui en apporte un. Car le père Samuel a souhaité poser une question et je trouvais que dans ce conclave, c'était quand même la moindre des choses de lui donner la parole d'abord. Mon père, je vous en prie. Merci. Non, c'était juste une remarque sur tout ce qu'on a entendu depuis hier, où il me semble que comme philosophe, il y avait beaucoup de contradictions. Et je me disais, au moment où on va parler de la diversité culturelle, Elie Barnavi n'est peut-être plus là, mais je trouve que la grande question, c'est qu'est-ce qui peut survivre de l'humanisme dont il a parlé après les totalitarismes du XXe siècle et face à la mondialisation? Je pense que c'est une vraie question et qui est posée notamment aux jeunes générations. La diversité, c'est d'abord aujourd'hui un critère de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, la diversité culturelle, ça peut être l'achalandage maximal du marketing du produit superficiel. Comment faire de la diversité quelque chose qui met en relation les personnes les unes avec les autres? C'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Et évidemment, l'hypertechnologisation annule la relation autant qu'elle la favorise, et même plus vite qu'elle ne la favorise. Donc il me semblait que par rapport à des choses qui semblaient tout à fait... comment dire ça, dans une voie unique, mais qui finalement posait plein de contradictions entre ce qu'on a entendu hier et ce matin. C'était simplement pour mettre un peu de relief aux choses. Je pense que le défi de la désintégration potentielle de la culture dans ce qu'elle a de fondamental face à un système et une systémique, qui n'est pas du totalitarisme, mais qui est quand même une systémique de la technologie, c'est une vraie question et je pense qu'il faut la prendre avec à la fois légèreté et gravité simultanément. D'autant plus avec légèreté et gravité que c'est un vrai problème et qu'on n'a pas pour l'instant les réponses et qu'on est juste dans une période de transition.
Et c'est vrai qu'à force de parler de diversité, il ne faut pas qu'aux oreilles qui n'y ont pas trop réfléchi, d'esprit qui n'y ont pas encore trop réfléchi, on confonde vite diversité et divertissement, et que cet atout majeur de l'Europe qui est l'addition et la dynamique et l'interaction des cultures qui sont différentes et pourtant cousines, voisines et pourtant si personnalisées, c'est bien cela la diversité et ce n'est pas le divertissement à tout prix. Mais votre question va plus loin évidemment et on va avoir l'occasion de se la poser au fur et à mesure qu'on avancera dans des usages dont on ne connaît encore que le début, avec l'expression jolie que vous avez employée à propos de la technologie. Christophe Kandrowicz, I'd like you to deliver for us your presentation, because as a young European artist, your advice about diversity is, of course, made of actuality and future. Yes, I came here to talk about future. I wanted to fully focus about future because as I ask myself the same questions, and my generation, my friends, and all the people that I met during my travels, they are really very much focused on the future. And there is a hope on the one hand, and there is a fear on the other hand. And actually, I would like to kind of answer for, and thanks for this comment, Father. I'm 33 years old, and I came here with message. So I hope I will try to give some diagnosis and some directions, of course, my personal directions, but I will try to speak in kind of way that it is a voice of my generation. I will try to do so. I brought a presentation. Can we screen it? Is it possible to screen the presentation? Oh. I hope so. Yep. Where is that? Ah, it's in French. Okay. I would like to share my observations about my point of view of future of Europe as a sociologist. My background is a sociologist and a psychologist, also psychotherapist as well, practicing, and a young manager. Right now, my main occupation is managing. I have my company, and I'm working for a couple of other companies and organizations, and just simply as a European citizen. I would like to make maybe some kind of trivial, short, simple diagnosis, but sometimes I think when we are working hard, when we are focused in many things, we forgot about the basics, we forgot about the values, and I would like to come back to that point. I think I'm very much interested in in the history of Europe, and I think especially in the 20th century, it was like every 20, 30 years there was some breaking point in the history of 20th century, and I believe like after the Berlin Wall collapsed 30 years ago, almost 20, something is coming, and we can observe it right now. What is happening in Italy, in Spain, in Hungary? There is certain kind of fear and sometimes even frustrations. And what are the? Is it working? What are the main problems? Or we can define it as a basic problem. Is it only economical? We are discussing basically inflation, GDP, monetary system. I think all this economical discussion in Europe has almost fully covered the cultural issues, like what the European citizens get instead. I mean, when we switch on the European channels, TV channels, what do we hear about Europe? It's about crisis, about problems, about GDP, and so on. This is the only the basic informations that we are receiving. So people don't see the direction. They don't see a future of Europe. It's simply difficult for them to understand it. Many of my friends, my family, they just see some talking heads in the European flag in the background, and they don't understand the language. They don't understand the meaning. So I think this European dimension, it's pretty important. We don't provide hope to the people.
all we provide is kind of confusement for me. We cannot give the clear message. What is the future of Europe? So I believe we need some kind of new master plan, new values, new visions, and we should be more understandable. Going further, of course, now I would like to switch from problems, limitations, into the different perspective. I would call it maybe even a little bit in the American way. It's a challenge, it's an opportunity, and I think only when we find a solution, we can start to create. So we have to skip this kind of thinking that it's a problem and stop, because I think we're stuck in this level of defining problems, and we cannot go further, like to think what are the solutions. Come on, let's give us solutions. Go forward. So, just to give a few examples, it's possible. 20, 30 years ago, people start to believe that Europe has a great future, and the values that were given to people were freedom and space for creation. And it's visible in Berlin. This is just a simple example of Kunsthaus Bethanien in Germany, where a huge building, abandoned building, was taken by people, artists, local artists, and they made independent art center from completely abandoned building, and it's still going on right now. Another example is street art. When artists didn't have a space for creation, they immediately invent this space. The space is everywhere around, so we can find and provide hope by ourselves, but I think right now, especially in this moment, we need help from outside. And it's not only about branding. I would like to mention also the very good example of Amsterdam, but that all the citizens of Amsterdam they are really identifying themselves with the city. They love the city. But it's not because of the branding. It's because of the bottom-up project. Like people, they feel that I'm the citizen of Amsterdam. I'm part of the city. And I think there are many other good examples of this kind of small ecosystems that people make their own bottom-up projects, like Berlin, Amsterdam, Barcelona, many more. But the key is for me that they are proud, they are self-confident, and they are engaged. They are really engaged. So what to do to like transfer this kind of mechanism and this effect into the European level? How can we become proud that we are European? How can we be engaged from it? How can we benefit from it as EU citizens? I think the best examples are European programs or initiatives that are like directed to the people, not through the huge institution and huge programs, and even huge festivals that I represent. I think the best examples of the EU programs are Erasmus, youth program, 40 under 40, which it's a brand new, let's go back, which is a new program of European Nova, a program about European leadership. So not through the huge investments, but through the bottom-up project, like giving people space, we can contribute and we can benefit this cultural diversity. So this is just a simple example. Through this huge infrastructure investment in Abu Dhabi and Saudi Arabia, they will not transfer culture. In this way, it has to start from the people, not from the huge investments and infrastructure. This is not the way. So, I believe that not only huge institutional programs, but next slide. But also the independent and non-institutional programs can give the people hope. People should then they feel more confident. If they
just get the space and they will start working together. So this level of cooperation, co-working, networking in the both local and the European level. Sorry, it's automatically. Make a space for creation, and creation means growth. And I will not give examples because we are all sure and we are aware in this forum how are the best examples of the growth in Europe, not to mention Bilbao and other examples. So actually, what would be the EU 2.0? Like, what is the next Europe? I think this is the quick question, the main question. We will transmit your demonstration to the Commission. Yes. Please. I hope I will have a chance to do it, maybe in the future. So for me, this is one of the last slides. The key is to get the idea, and maybe even to have some idealism, because I believe that only if we are idealistic, there is some empowerment, change, and then we can believe in master plan. Because even if there is some master plan, but there is no energy, no empowerment, and no idealism, so I believe only idealism can make some change. And I believe that European values are the most important, not only discussion about monetary and economical crisis. So I would say that we should think about I'm the European Union, we are the European Union, and only this change of our mentality can change something in Europe. So in the very last sentence, like, I believe that both in the private life and in the European dimension, if we are talking more about technique, if we are talking only about technique, it makes us impotent. So we should start talking about values and not about the technique. Thank you very much. Thank you, Christophe. Christophe Kandrowicz, directeur du Łódź Art Center et qui a développé un photo-festival important en Europe. Si vous avez bien sûr toutes et tous ici dans cette salle sur ce sujet, sur tout sujet, mais singulièrement celui de la diversité, comment la développer, comment l'initier, comment la dynamiser, n'hésitez pas à prendre la parole et à contribuer comme le faisait le père Samuel tout à l'heure. On interrogera d'ailleurs Elie Barnavi qui est revenu tout à l'heure sur la question du père Samuel. Mais d'abord avec vous, Pierre-Carl Pelado, vous êtes donc président et chef de la direction de Québecor, qui est un groupe important. En deux mots, avant d'évoquer la diversité, éclairez-nous sur ce qu'est Québecor et pourquoi c'est important et ce que vous faites. Avec grand plaisir. Alors, je vous remercie, Pierre Lescure, de m'accueillir ici. Sur tout le forum. Au forum. Et je suis particulièrement heureux d'y être parce que j'ai l'occasion de m'exprimer en français. Imaginez-vous qu'il y a quelques semaines, j'étais également en France dans une conférence pas loin, ici à Cannes, et elle se tenait exclusivement en anglais. Alors, ça illustre un peu aussi mon propos dans la mesure que pour un Québécois, lorsque on parle de culture et de diversité culturelle, je dirais que c'est un peu une seule et même chose. Parce que, comme vous le savez probablement, nous sommes 6 millions de francophones au Québec et nous sommes entourés de plus de 350 millions et d'anglophones, en grande partie évidemment, et de plus en plus d'allophones ou ce qu'on appelle aussi en Amérique du Nord surtout les hispaniques. Alors, à cet égard, notre culture n'est pas seulement un élément de diversité parmi tant d'autres, mais je dirais qu'elle est même la diversité, du moins certainement une source très importante. Et pour bien comprendre la dynamique, je crois qu'il faut que je mette en contexte l'histoire du Québec parce qu'elle a été une lutte permanente pour la survie du fait et de la langue française devant ce qu'on pourrait qualifier d'une espèce de force inébranlable jusqu'à tout récemment, notamment en fonction donc, de cette plus importante communauté hispanophone.
mais qui est encore un immense rouleau compresseur, le rouleau compresseur anglo-saxon. Alors, il y a beaucoup d'hispanophones au Québec? Non, au Canada, je veux dire. Je parle de l'univers oui, nord-américain. de l'Amérique du Nord. Ouais. L'Amérique du Nord. Alors, dans ce contexte de replacer cette histoire du Québec, elle a été plusieurs fois motivée, soit par l'ambition guerrière ou la volonté de puissance du conquérant. Oui, effectivement, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la France des Bourbons nous a abandonnés. Vous vous souvenez de cette expression de Voltaire, quelques arpents de neige? Ouais. On le regrette encore. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, dans le siècle suivant, il y a eu une espèce d'inspiration, une espèce de volonté d'annihiler au 19e siècle la communauté francophone qui a été clairement claironnée par un homme qui s'appelait John George Lambton, plus connu sous son funeste titre de Lord Durham, puisque dans son rapport de 1840, il prônait purement et simplement l'assimilation de la nation conquise par des offensives législatives. Et aussi, puisqu'il y a eu ce projet horrible qui s'est réalisé de la déportation des Canadiens, ils se sont repris et ils ont tenté de mettre en place ce projet funeste. Et au 20e siècle, on n'a pas fait beaucoup mieux. Il y a eu ce que je pourrais qualifier de rêverie suicidaire avec une espèce de théorie du bilinguisme que voulait instaurer le premier ministre Pierre Trudeau. Alors, toute l'histoire de ce que nous avons appelé au départ les Canadiens français. C'est extraordinaire pour quelqu'un de ma génération. Je ne suis pas tout seul dans ce cas générationnel dans la salle, parce que vous évoquez Trudeau avec un bilan que vous regardez comme quasi désastreux. Et moi, je me souviens de l'époque, dans les années 60, on considérait Trudeau comme d'une modernité absolue et comme un Kennedy, un autre Kennedy. C'est parce qu'il était pote avec Fidel Castro. Il y avait aussi sa femme, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ce que nous avons appelé les Canadiens français aujourd'hui, les Québécois et les Québécoises ont toujours été dans un mode de survie au sens propre et également au sens figuré. Alors, la modernité est évidemment beaucoup plus subtile, mais néanmoins enracinée dans son passé. Évidemment, rares, même disparus, ceux qui ouvertement tiennent des discours morbides. Dorénavant, pour se fondre dans ce qu'on pourrait qualifier de politiquement correct, plusieurs tiennent, et j'ai vu que nous en avions également parlé ce matin, le discours du multiculturalisme, qui est très populaire parmi certaines élites canadiennes et qui a aujourd'hui une valeur quasi constitutionnelle. C'est une espèce de logique juridico-sociale qui soutient que la culture québécoise n'est qu'une culture parmi un vaste éventail de cultures autochtones et immigrantes faisant la diversité et la richesse du Canada. Alors, c'est un débat lourd, un débat complexe et, évidemment, vous pourrez vous en douter, chargé d'émotions dont je ferai l'économie cet après-midi, ce matin. Mais ce que je peux vous apporter, c'est un éclairage sur ce qui, à mon avis, rend la culture québécoise unique en Amérique du Nord. Mais avant de m'engager sur cette avenue, parce que je pense que c'est important de faire le point, de faire une espèce de mise en garde, c'est que je ne voudrais pas que mon propos soit considéré comme ce qu'on pourrait qualifier de sectaire, parce que nous sommes ici en Europe. L'Europe, avec la profondeur de son histoire et son foisonnement de langues, ne peut soutenir d'aucune façon la comparaison avec ce qu'on pourrait qualifier de petits villages gaulois que sont les Québécois francophones d'Amérique du Nord. Alors qu'il y avait des papes et des conclaves qui se tenaient ici, dans cette merveilleuse salle, la civilisation occidentale n'existait pas encore en Amérique du Nord. Donc, l'éclairage que je ferai ce matin, c'est d'abord celui, comme vous l'avez mentionné, du chef de la direction d'une des plus grandes entreprises culturelles du Québec et du Canada, Québecor Média. Brièvement, pour votre gouverne, Québecor Média est propriétaire de la plus importante chaîne de journaux au Canada. Je ne ris pas du tout quand vous dites Québecor, je ris
du dessin de Nadia qui demande si on est absolument obligé d'assimiler Céline Dion. C'est une question de fond. Tout à fait. Alors, c'est la plus importante chaîne de journaux au Canada et c'est aussi le plus important le réseau de télévision de langue française au Québec. Mais nous sommes également les plus importants éditeurs de livres, de magazines également, et le plus important distributeur de littérature française. Je vois que devant moi, justement, le grand patron d'Éditis s'y trouve. Membre du conseil d'administration du Forum, et nous avons le privilège justement de distribuer tous ces livres. Ensuite, et je crois que c'est très important, sur le plan technologique, vous en savez quelque chose, Pierre Lescure, le premier fournisseur de services Internet et de téléphonie résidentielle, ainsi qu'un joueur émergent dans le domaine de la téléphonie et de la communication sans fil, parce que je crois que dorénavant, nous devons utiliser cette expression pour bien caractériser les véhicules d'avenir en ce qui concerne la transmission de la culture. Donc, de la culture québécoise, nous en créons, nous en produisons, nous en diffusons, nous en publions et nous en distribuons. Le géant des médias qui est devenu Québecor Média a été rendu possible, et je pense que c'est important de le mentionner, bien sûr à son origine par la volonté, la détermination, l'affirmation de son fondateur, qui est mon père, Pierre Péladeau, et qui fut, et ça aussi, je pense que c'est significatif, de la première cohorte, si je puis dire, de Québécois dans la sphère économique, parce qu'elle était essentiellement, antérieurement, envahie par un univers anglo-saxon. Mais elle est, cette création due aussi à une volonté et une décision politique. Et ça, c'est très important. Derrière moi, et c'est le grand Manitou, ou en tout cas le démiurge peut-être, c'est Bernard Landry, notre ancien premier ministre du Québec, qui était à l'époque ministre des Finances, qui est également un grand ami du Forum, qui a courageusement considéré ravir à une énorme entreprise de télécommunications de Toronto dans une espèce de combat boursier, le rachat annoncé du plus important câbleau-distributeur qui œuvrait au Québec à l'époque et qui s'appelle Vidéotron. Plutôt que d'enrichir uniquement les actionnaires sans assumer d'autres responsabilités que de payer des impôts, et même là, tout ça est discutable, il y a eu un partenariat qui a été créé, un partenariat entre le politique et l'économique qui, justement, nous a permis de regrouper tous ces actifs culturels, ces actifs de communication et ces actifs de distribution dans un univers de révolution numérique, justement pour l'intérêt supérieur des Québécois. Alors, je vous donne quelques chiffres parce que, bien sûr, dans un forum, peut-être sur la culture, ça ne s'y prête pas, mais « money matters », comme disent les Américains. Québecor Média compte aujourd'hui 16 000 collaborateurs et collaboratrices, dont le travail rejoint plus de 90 % de la population au Québec. Québecor Média a généré l'année dernière 1,3 milliard de dollars en bénéfices d'exploitation et devrait probablement en générer un peu plus cette année. Excusez-moi l'expression, si je vous balance ces chiffres, c'est parce que je veux souligner que la diversité culturelle est, au Québec probablement encore davantage qu'ailleurs, assujettie aux impératifs économiques. Il ne saurait y avoir de diversité culturelle durable et autrement qu'artisanale sans l'existence d'entreprises qui se sont données comme mandat et comme marché également de la faire fructifier, cette diversité culturelle. C'est aussi notre sensibilité, notre proximité à nos concitoyens qui nous permet de bien comprendre les préférences de consommation culturelle des Québécois et des Québécoises. Une des plus belles illustrations à cet égard est la comparaison que nous pouvons faire des habitudes de consommation de nos compatriotes, encore compatriotes canadiens, lorsque vous regardez ce qu'ils regardent à la télé. Ils regardent presque exclusivement des émissions qui sont produites aux États-Unis, alors que les 30 premières émissions qui sont regardées par les Québécois sont produites et réalisées par des producteurs, des réalisateurs francophones du Québec. Alors évidemment, il est certain que toutes ces émissions ne sont pas l'équivalent
de bouillon de culture ou d'apostrophe ou encore cette géniale émission, vous allez me rappeler certainement le titre qui était animé par Michel Pollack, qui est décédé cette année. Alors, ce sont des émissions populaires. Ce sont des émissions grand public dont le succès économique assure celui... Mais la vie est faite de Michel Pollack et du Grand Cabaret. Oui, on se bidonnait énormément. C'était le bordel, le foutoir complet. Mais alors, ce succès participe et assure celui de centaines et de milliers d'artisans de la sphère culturelle, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient écrivains, paroliers ou interprètes de chansons, techniciens, réalisateurs, musiciens, et tant d'autres métiers qui sont reliés de près ou de loin à l'expression culturelle. Pour vous donner le meilleur des exemples, là aussi, le grand succès de notre télévision, c'est l'adaptation québécoise de Star Academy. Vous parliez de Céline Dion. Star Academy fait 60%. Nous, on l'a arrêté. Hein. Mais attendez, justement, on ne le fait pas à chaque année. Parce qu'il est du mandat de Star Academy de mettre en valeur, avec 60% de part de marché, ce qu'il y a de plus patrimonial, si je puis dire. Alors, c'est ainsi que cette année, on a fait un tour de chant autour de Gilles Vigneault, en sa présence, que nous avons utilisé, ou plutôt nous avons diffusé des chansons d'un chanteur très populaire chez nous, un chanteur militant et patriote qui s'appelle Paul Piché, ou encore que nous avons pris comme chanson thème les paroles d'un grand parolier québécois qui s'appelle Stéphane Venn, qui avait lui-même composé à l'époque la chanson thème pour l'élection du Parti québécois, qui a salué la venue au pouvoir du premier parti souverainiste en 1976. Alors, c'est aussi cette pérennité économique qui nous font publier des ouvrages de poésie et de littérature que nous savons ne pas être rentables, mais combien essentiels pour le développement de notre créativité. Alors, à cet égard, j'aimerais vous faire part de mon sentiment sur l'évolution de la réflexion et du rôle des entreprises et de leurs dirigeants ici, aujourd'hui, alors que nous sommes bien campés dans le 21e siècle. Je crois évidemment ne pas être le seul, mais je ne sais pas toutefois s'ils sont nombreux. Mais je crois que le monde corporatif doit se soustraire de cet unique principe qui est devenu depuis quelques décennies une espèce de diktat de la valorisation des actionnaires. Notre environnement nous invite plutôt à nous projeter davantage, je dirais, dans une sphère socio-économico-culturelle. L'entreprise n'a dorénavant plus uniquement des obligations à l'endroit de ses actionnaires, mais elle est redevable aussi à l'égard de l'ensemble des citoyens, de la collectivité, de la société civile, qui inclut bien évidemment toute la participation artistique et culturelle. Le genre humain ne saurait se renouveler et s'épanouir sans être systématiquement soumis aux formes d'expression que les arts et la culture lui procurent. À l'heure des grandes perturbations économiques, vous en parliez, à l'heure où nous savons que l'État et les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire et tout financer, j'estime qu'il revient à l'entreprise de combler ou de tenter de le faire le plus efficacement possible. L'État, qu'on pourrait qualifier de pénurie de financement auquel font face nos industries culturelles, sachant que certaines personnes diront qu'il est contradictoire d'associer dans une même expression langagière industrie et culture. Alors, en ce qui me concerne, pour le Québec, j'en fais aucun doute, mais certainement aussi pour d'autres nations, ces gestes doivent être posés justement pour maintenir, cultiver et enrichir notre diversité culturelle. Et comme le disait le thème précédent, oui, il y a des raisons d'espérer. Merci bien. On me dit qu'il y a des questions dans mon dos. Il faut donc qu'elles soient face à vous. Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Oui, on m'entend ? Oui, très bien. Bonjour, donc je suis Paul Lecomte, étudiant en Master 2, Stratégie du développement culturel
à l'Université d'Avignon et j'ai passé ma 3e année de licence à Montréal. Donc c'est vrai que Montréal, c'est un cas assez particulier au Québec, mais là on parle de diversité culturelle et moi ce que j'ai ressenti, c'est vraiment mon sentiment personnel, hein, mais ce que j'ai ressenti par rapport à toutes les politiques autour de la protection de la francophonie, c'est que c'était plus la création d'une exclusivité plutôt qu'une diversité. En fait, quand j'étais à Montréal, j'ai vraiment senti une fracture entre la communauté anglophone d'une part, qui était vraiment rassemblée dans des quartiers, qui parlaient anglais, avec une grosse partie des personnes qui ne voulaient même pas apprendre le français, parce que finalement à Montréal c'est pas très utile, et c'était aussi un choix quelque part politique contre une espèce de protectionnisme de la francophonie. Et je crois qu'il y a plusieurs signes qui montrent qu'il y a une sorte de frustration et peut-être une haine qui se construit. Enfin, par exemple, la tentative d'assassinat avec l'accession au pouvoir du Parti québécois. Donc je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des limites à cette protection à tout prix de la francophonie, même si c'est vrai que, comme vous le dites, vous êtes une sorte de village de Gaulois complètement isolé. Merci. Carl. Avec plaisir. Écoutez, Montréal n'est pas Belfast, hein, heureusement. Oui, mais c'est vrai, vous l'avez tout à fait raison. En même temps, il y a, et c'est une dialectique, je dirais, entre le monde nord-américain, ce monde, comme je le qualifiais tout à l'heure, de rouleau compresseur, et cette volonté, cette nécessité d'assumer sa survie et faire en sorte que nous puissions, dans un environnement qui n'est pas nécessairement toujours favorable, permettre de saluer, d'enrichir et d'être respectueux à l'égard de la richesse de notre patrimoine culturel. C'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres, excusez-moi l'expression, ou des générations précédentes, un patrimoine qui a fait l'objet d'énormément d'efforts de ceux qui l'ont protégé. Et selon moi, il revient à la collectivité québécoise de tenter et de s'engager à maintenir sa protection. Merci. Nous devions avoir parmi nous, aujourd'hui, vous l'aviez vu dans tout le programme, Didier Reynders, qui est vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, ministre du Commerce extérieur, ministre des Affaires européennes. On conçoit qu'il ait eu un agenda un peu surchargé. En tout cas, il a quand même pris le temps et il nous fait l'amitié d'avoir en partie répondu aux questions que nous nous posons dans cette nécessité impérieuse, cette ardente obligation de la diversité en Europe. Il nous a adressé ce message en vidéo. Et il va parler. Bon. On l'écoutera un peu plus tard. Et il est très applaudi, comme quoi. Alors, je vais me tourner vers vous. Et Joachim Steen, en tant que secrétaire d'État auprès de la ministre de la Culture et des Sports de Suède, Lena Liljeroth, deuxième fois. Non, je voudrais vous demander, votre point de vue sur la diversité. On a le sentiment que la Suède, sur le plan culturel, et pas seulement musical, sur le plan de la littérature, a vu sa création culturelle énormément voyager ces dernières années, et de plus en plus. Donc vous êtes forcément d'autant plus sensible à maintenir les spécificités suédoises, mais aussi à bénéficier de cette dynamique de la diversité culturelle au sein de l'Europe. Donc je vous écoute. Thank you very much. Thank you very much for inviting me to this particular session. I think it's very interesting that we're talking about diversity in the sense that now I feel that we're actually getting into an area where we can see problems of culture and clashes of culture and how do we handle them. Because I think it's very easy to simply state that you love culture
and that culture is important, and I think that we've heard some of that here. And of course, those are true on a basic level. But I think that Monsieur Barnavi this morning made some important points about problematic moral aspects of culture, or maybe intrinsic lack of moral in culture. Culture doesn't carry with it moral, but it's a question of what is expressed and how do you express it. And once we see that culture, with a capital C, is not a panacea against all our ills, then we can start asking the important questions for a politician, and also I think for the debaters in society. What does culture actually do and how? And as policymakers, what should we promote and how? And turning in particular to diversity, the question here, I still don't think that we should exaggerate the notion that, or the concern that cultural diversity in Europe and elsewhere will be a source for dissipating and socially counterproductive activities, which is something that I think was one of the basic questions for this session. In particular, we should remember that cultural diversity in itself does not have anything to do with what actions groups with separatist agendas may take or not take. On the contrary, cultural diversity encompasses the inherent riches of human heritage and should therefore be treated as such. Diversity should be celebrated. And I think to anyone with a liberal, humanist and pluralistic view of the world, how could this not be the case? I think it was very interesting to see General de Gaulle before. I think that he famously once made a complaint that how can you govern a country with whatever number of cheeses it was he mentioned. I hope that he said this on a bad day, because this is really a kind of diversity that should be celebrated. It strengthens the conditions for democratic governance, I should say, when you have a richness of expression both on the production side and the consumption side, which is what you need to get this diversity of cheeses in this particular case. And then once we talk about governing, there are other things that we should build on. That's a very interesting parallel. Thank you. But having said that, the discussions right now, and I think that my task here concerns how we jointly could work to support cultural diversity, particularly within Europe, within the European Union, and more precisely, what should and could be done concretely in this direction. And by jointly, I would like to focus on this international dimension. And today, we have a UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. This has already become the main platform from which we and many other countries actively work for the sake of cultural diversity. And this being a fundamental richness for EU as such, means that diversity is taken into account. I would say that the awareness of this is very high, at least in the cultural sector. And that is just the point. The awareness is high, especially in the cultural sector, but maybe not sufficiently so in other areas. And I would like to argue that the role of culture in external relations is more and more acknowledged, and that the understanding of the role of culture will continue to grow. And this leads me to the point of what to do on a policy level. And I think that the need now is to work for broader awareness, not only of this convention in itself, but more generally on the role of culture in external relations. On the EU level, the political vision for the role of culture is embodied in the European Agenda for Culture and in the Council Work Plan for Culture. This includes the definition of culture as a strategic factor for development. And in addition, the European Parliament has taken a resolution on the importance of cultural diplomacy and cultural cooperation, and called for the development of a visible common EU strategy on the cultural aspects of the EU's external relations. So a more strategic approach to culture and external relations is timely. But what I believe could favor cultural diversity in Europe is to further these initiatives of regional strategic approaches and work for a general strategy on the role of culture.
And such a strategy should be a positive force for making the role of culture more visible in other areas, and in that sense also support greater awareness of cultural diversity. And this would, in my way of seeing it, favor cultural diversity as such within Europe. Could I make a small extra reflection? Because yes, because I was thinking with our friend from Kenya put questions which I think implied that there is a kind of Western bias in the discussion here, and I think that it's easy to end up in that. But I would like just to say one word about a particular experience of cultural diversity. And I think 2 or 3 years ago, the Museum of Islamic Art opened in Qatar. If you've had the chance to visit it, congratulations. If not, you should all go there and see it, because this is not just a magnificent collection, beautifully presented, but it also has a key message, I would say, this collection and how it is presented, which to me was very, very strong. And that is the stunning diversity of cultural expression within Islam over time and over space, geographically. And you cannot visit this museum and say that Islam, by its nature, is rigid and uniform. And I think that this is also something to bring with us when we're talking cultural diversity. Thank you. Thank you, Joachim. Il y a des jours où tout sourit. Voici Didier Reinders. Ah bon. Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous lors de ce forum d'Avignon. J'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir venir parler de culture et d'Europe en direct avec vous. Malheureusement, je suis retenu à Bruxelles pour des débats budgétaires qui concernent d'une certaine manière l'Europe, la zone euro, puisqu'il s'agit de savoir comment respecter nos engagements européens sur le plan économique, financier. Et tout le monde connaît ces contraintes en Europe aujourd'hui. Alors c'est peut-être une façon d'ailleurs d'aborder le thème de l'Europe et de la culture, parce que l'Europe s'est construite essentiellement autour d'un modèle économique pendant de longues années, pendant des décennies. Et aujourd'hui, on sent que ce modèle économique souffre, ce modèle est malade, et comme on a souvent prêté cette phrase à Jean Monnet, je dirais peut-être comme lui, si c'était à refaire, je commencerai par la culture. En fait, on se rend compte que la culture a été le parent pauvre de la construction européenne, et ce parent pauvre qui a souffert au fil des décennies, souffert d'un certain nombre d'évolutions dans l'Europe, comme venant de l'extérieur de l'Europe. Je voudrais dire que très concrètement, il y a eu des pertes de repères, des pertes de valeurs. Il y a eu aussi cette vague d'immigration incontrôlée qui a souvent conduit à une idée qui n'est pas toujours très porteuse de valeurs du multiculturalisme. Il y a aussi le mirage de l'assistanat qu'on a connu, mais peut-être en matière culturelle, plus fondamentalement encore, nous avons été submergés par la culture américaine. Cette culture a été dominante, s'est exprimée à travers toute une série de canaux différents, de médias différents. Il a été très difficile de résister. C'est ce qui a d'ailleurs fait naître cette idée de l'exception culturelle, cette idée finalement de protéger la fragilité de la culture européenne. Alors je crois que c'est un élément qui doit nous faire réfléchir à la manière d'agir à l'avenir. On peut évidemment espérer remettre la culture au cœur du débat. Je crois qu'il y a beaucoup de travail pour cela. Les chefs d'État et de gouvernement parleront encore pendant quelques temps de la crise financière, de la crise économique, de la crise sociale. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir et de peut-être proposer un certain nombre d'orientations. Je dirais tout d'abord qu'il faut redéfinir ce qu'est finalement la spécificité, l'exception culturelle européenne. C'est peut-être cette idée de la liberté individuelle, cette idée que c'est une terre bénie finalement l'Europe pour la liberté, pour les libertés. Alors, quand on dit une terre bénie, cela veut dire aussi qu'il y a eu des évolutions. D'une certaine manière, Dieu est mort en Europe. On a vu émerger de plus en plus une société laïque, une culture laïque, et même quand l'islam apparaît, quand l'islam prend sa place en Europe, cette religion ne fait pas renaître les autres, ne fait pas renaître les religions traditionnelles. Alors que sur tous les autres continents, l'évolution est probablement différente. On pourrait dire aussi que les totalitarismes ont disparu. Le communisme, le nazisme, et on voit que toutes ces orientations qui ont fait tant de dégâts pendant tout le XXe siècle n'ont plus vraiment droit de cité aujourd'hui. Et puis,
Au-delà de cela, je dirais qu'il y a peut-être une autre tendance qui est apparue et qui est plus dommageable. C'est le politiquement correct. Comment faire en sorte de respecter tout le monde, mais au-delà du respect, finalement, de s'accommoder de tout. Ça veut dire l'idée du communautarisme, l'idée des accommodements raisonnables, l'idée finalement d'être toujours au milieu du gué, de ne jamais prendre clairement position. Je crois que c'est un danger pour la culture européenne et dans cette démarche, cela vient probablement du fait que la liberté est placée au-dessus de tout. Je dirais que d'une certaine manière, la liberté individuelle a pris le dessus sur toute référence collective. Il y a une sorte de moi culturel, identitaire, qui est tout puissant. Alors, j'aimerais peut-être simplement vous dire que quand on parle de la culture en Europe, on utilise souvent, je l'ai dit, l'exception culturelle. On utilise aussi beaucoup la diversité culturelle. Mais parfois, cela confirme, je l'évoquais, au fourre-tout. Je préférais que l'on parle de la richesse culturelle de l'Europe. C'est là qu'il y a probablement beaucoup à faire. Et beaucoup à faire pour miser, bien sûr, sur notre patrimoine, sur notre histoire. Il faut faire connaître cette histoire, notamment aux jeunes Européens. Mais il faut aussi miser sur les artistes vivants, sur l'excellence. Et si je peux prendre un domaine, un exemple dans lequel nous avons tenté de travailler en Belgique, c'est le domaine de la création cinématographique, audiovisuelle. Nous avons décidé, il y a maintenant une petite dizaine d'années, en 2003, de permettre un incitant fiscal, le tax shelter, pour l'investissement dans la production cinématographique et puis plus largement pour non seulement les longs métrages, les courts métrages, mais les téléfilms. Alors c'est un avantage fiscal, tout d'abord. On investit, on bénéficie de 150% de déductibilité de son investissement. Mais au-delà de cela, c'est surtout laisser libre choix à tous les producteurs, à tous les réalisateurs, à tous les créateurs, pour dire nous n'allons pas vous donner le message de ce qu'il faut faire, nous allons vous donner les moyens de faire ce que vous avez envie de mettre à l'écran. Et c'est produit très facilement en 8 ans. Pour un pays comme la Belgique, 500 millions d'euros ont été investis dans ces productions, 10 000 emplois ont été créés, on produit aujourd'hui 3 fois plus qu'on le faisait au moment où la mesure a été introduite, et puis surtout, nous avons eu l'occasion de soutenir des artistes vivants, bien entendu, dans le domaine cinématographique, et tous ceux qui travaillent, que ce soit bien entendu les actrices, les acteurs, les ingénieurs du son, les responsables de l'image, mais au-delà de cela, je pourrais vous citer des films comme Mr. Nobody, Jacob Van Norman, des films comme Looking for Eric, de Ken Loach, Le silence de Lorna, des frères Dardenne. Donc une très grande richesse culturelle, mais aussi Astérix aux Jeux Olympiques, de Frédéric Forestier ou Thomas Lanzmann. Ça veut dire des films de toute nature, pour tout public, et qui traduisent cette idée que quand on fait confiance à la liberté individuelle des créateurs, des artistes d'aujourd'hui, on peut répondre à cette exigence à la fois d'excellence et de richesse culturelle européenne. Alors voilà, c'est tout ce que j'aurais voulu partager avec vous lors de ce forum d'Avignon. J'aurais évidemment préféré pouvoir aussi entendre vos réactions, entendre les avis des uns et des autres, voir comment aller plus loin dans cette démarche, mais je crois vraiment que mettre la culture au cœur du débat européen et trouver les moyens d'aider les artistes à créer, c'est probablement un des enjeux de la construction européenne dans les prochaines années. En tout cas, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver à l'occasion d'un autre forum d'Avignon. Didier Reynders, vice-premier ministre belge, qui, à travers les taxes, je dis ça parce qu'il n'est pas là, je ne te dirai pas s'il était là, qui préfère, à travers les tax shelters, qu'on parle de richesse plutôt que de diversité. Mais on en reparlera l'année prochaine. Je voulais me tourner vers Jean-Christophe Bas, qui est conseiller pour le développement et la stratégie et les partenariats à l'Alliance des civilisations aux Nations Unies. C'est une tâche importante, ça vous amène au cœur de ces problématiques, pas seulement francophones, européennes ou diverses, mais mondiales. Est-ce que la question de la diversité culturelle, Jean-Christophe Bas, est-ce qu'elle a vraiment la place qu'elle mérite dans toute l'organisation de l'ONU? Dans ma question, il y a bien sûr qu'on a l'air d'en douter un peu. Je crois qu'avec l'UNESCO et l'Alliance des civilisations, il y a là deux moteurs très importants pour pousser et faire prévaloir cette idée de l'importance de la diversité culturelle au sein des Nations Unies. On peut certainement faire plus, on peut certainement faire mieux. Moi, ce qui me frappe, et
bon, j'applaudis, je dirais, à cet enthousiasme ici en faveur de la diversité culturelle. Je crois qu'il y a une dimension également complémentaire, et c'est ce que fait aujourd'hui beaucoup, enfin ce que poussent beaucoup d'organisations onusiennes, c'est également d'y ajouter la notion du dialogue interculturel. Les exemples récents, je dirais, de cette vidéo qui a provoqué cet émoi dans l'ensemble du monde musulman montrent encore une fois à quel point il y a un besoin non seulement de promouvoir la diversité culturelle, mais aussi et autant et presque encore plus le dialogue entre les cultures. Je crois qu'on reste les uns et les autres très ancrés dans nos modèles culturels. Et je crois que l'un des vrais défis, si on veut aller plus loin, c'est de faire en sorte que l'on puisse comprendre les autres cultures et faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble. Je crois qu'il y a un phénomène qui est intéressant et sur lequel on travaille beaucoup à l'Alliance des civilisations, c'est le fait de mesurer que l'émergence économique de toute une série de régions du monde, qu'on appelle les BRICS ne sont pas seulement un phénomène économique et financier, c'est également un nouveau phénomène culturel. Parce que les pays qui deviennent des locomotives du développement économique et de la stabilité financière du monde vont également de plus en plus demander à avoir un siège à la table. Et un siège à la table en matière culturelle également, en termes de valeurs, en termes de croyances, en termes... Et là, il y a une remise en cause très profonde de notions d'universalité, de notions d'équilibre culturel que l'on croyait relativement établi. Et je crois qu'on va vers un mouvement qui va nécessiter encore plus, je dirais, une sorte d'alphabétisation culturelle pour pouvoir évoluer et rester dans un monde de stabilité et de prospérité. Quel est l'agenda international? Quelles sont les dates de l'agenda international sur lesquelles il faudrait concentrer son attention, voire ses efforts? Alors, je me réjouis beaucoup que vous posiez cette question parce que je sais que hier, vous avez évoqué également des perspectives plutôt européennes sur ce plan. Et moi, je voudrais vraiment, pour essayer d'être concret, vous inviter aussi à saisir une opportunité qui se présente dans l'année ou les 2 années qui viennent. Vous savez que l'agenda international est guidé, en tout cas au niveau des Nations Unies, par ce que l'on a appelé les objectifs du millénaire. Qui consistait essentiellement à réduire la pauvreté par 2 entre 2000 et 2015 et qui avait je dirais, très focalisé énormément sur les questions de pauvreté, mais également sur les questions du réchauffement climatique, qui sont aujourd'hui les 2 grands piliers de l'agenda du développement durable. Il y a aujourd'hui un mouvement qui se fait, qui est poussé notamment par les partenaires de l'Alliance des civilisations, de l'UNESCO, d'un certain nombre de pays, pour dire le développement durable, c'est aussi la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Et l'un des grands enjeux aujourd'hui, puisque non seulement les Nations Unies, mais l'ensemble des partenaires des pays membres sont en train de réfléchir à l'agenda post-2015, c'est-à-dire post-objectif du millénaire, et l'idée que nous soyons nombreux et divers d'horizons différents, et je pense que la composition du Forum d'Avignon est tout à fait extraordinaire, qui réunit à la fois des hommes et des femmes de culture, mais également du monde économique, du monde culturel. Et 42 nationalités. Et 42 nationalités, et je pense qu'il y a là une opportunité extrêmement importante de mettre dans l'agenda international, et pour revenir à votre première question, en disant est-ce que les Nations Unies font assez pour la diversité culturelle? Ils peuvent certainement faire plus, mais il faut également que l'on soit plus nombreux pour pousser cet agenda. Et il y a là aujourd'hui une fenêtre d'opportunité qui va se refermer assez vite, mais sur laquelle je serais très heureux que l'on puisse collaborer. Bien, je pense que les tenants du forum ont entendu. Merci, bravo. Une contribution de Renaud Denedieu de Vabre. Une question ou un commentaire, Renaud? Ce n'est pas un souvenir d'ancien combattant, mais c'est aux côtés du Canada et des pays européens. En 2005, effectivement, nous avons mené ce combat pour que la Convention de l'UNESCO voie le jour. Ce qui me semble très important, c'est que chacun sache qu'elle est une arme juridique et que faire respecter et régner la diversité aujourd'hui, c'est un combat. Et que donc, si par exemple les systèmes nationaux d'aide au cinéma, d'aide aux jeux vidéo ont été validés par Bruxelles,
c'est grâce à cette arme juridique de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. C'est quelque chose donc de très important. Le deuxième point que je voudrais d'un mot mettre en lumière, c'est l'articulation, et je le dis ici au Forum d'Avignon, entre le numérique et le physique. Ça veut dire que pour que la diversité soit une réalité, il faut qu'il y ait des lieux, il faut qu'il y ait des gens qui la fassent vivre et qui parfois sont rassemblés derrière un très beau concept, et je le dis en présence de Patrick Zelny qui est quelque part, qui sont les indépendants. Ça veut dire les indépendants, c'est aussi bien les libraires, les éditeurs, les salles de musique, les petits lieux qui font cette poussière d'étoiles, qui font le ciel culturel, qui peuvent faire vivre cette diversité. Et je souhaiterais qu'un jour, dans un Conseil européen, il y ait une première décision qui soit prise, c'est que les ministres de la Culture et les ministres de l'Économie et des Finances travaillent ensemble pour définir un statut protecteur des indépendants culturels au niveau européen. Merci Renaud. Contrairement à ce que pense Willis de Tunis, on n'ira pas manger tant qu'on n'a pas entendu une question de Pascal Regard. Oh non, c'est pas une question, c'est une intervention assez brève. Je voulais remercier Renaud de mettre un peu de politique dans le débat, parce que la diversité culturelle, c'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui résulte de politique culturelle. Or, ce qui me frappe, c'est que les deux pays qui ont lancé la convention UNESCO, l'Europe et le Canada, en réalité c'était aussi la France avec Jacques Chirac, sont actuellement incapables de se mettre d'accord sur une clause d'exception culturelle dans leur accord de négociation commerciale et de libre-échange qu'ils sont en train de négocier. Bon, c'est assez frappant, alors que symboliquement, on aurait pu penser que ces deux grands ensembles auraient mis la diversité culturelle au cœur de cet accord. Deuxièmement, en ce qui concerne les politiques culturelles, je dois rappeler, et la France le vit douloureusement en ce moment, que chaque fois que nous voulons faire dans les domaines, en particulier audiovisuels et cinématographiques, des avancées de politique culturelle, nous sommes bloqués par des gens à Bruxelles qui ne pensent que marché unique, libre-échange, concurrence entre les services de téléphone et qui font primer ces services et le libéralisme sur la défense de la création. Merci. Des commentaires à la table ? Des commentaires à la table sur ce qui vient d'être dit à travers les questions et les commentaires dans la salle ? Parce que si vous n'avez pas de commentaires tout de suite, je voudrais me tourner vers David Strausby, qui s'est toujours penché sur l'économie et la culture, et qui brille à l'université de Macquarie en Australie, mais qui vient aussi souvent visiter ce forum d'Avignon. Vous êtes porte-parole de la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO, qui était évoquée tout à l'heure, et je voudrais vous poser la question suivante, David. How can politicians, companies and artists embody and give life to cultural diversity praised by the UNESCO Convention? In a, I could say in a nutshell, what happened for 6 years? Yes, that's an interesting question, and I'm very glad that the question of the subject of the Cultural Diversity Convention has been raised, because it is one of the, as has been said, one of the most important documents to come out of UNESCO for many, many years. The question of how that will give strength to artists still in some senses remains to be seen, in the sense that the convention is still in the process of implementation, and the problems are being reviewed within UNESCO, and this is an ongoing process. I feel confident that there's sufficient provision in the convention to establish the role of artists and the importance of the creative core, if I can put it like that, in the cultural industries. I think that's one of the most important things that we can say about cultural policy in this environment, is that the creative core, the creative artists, are right at the center of the cultural industries. But let me just say a couple of things. In my role as an economist, I'm often asked,
how do you put an economic value on cultural diversity? And of course, that's a difficult question because, as we know, so many of the benefits that we experience and the value that we place on cultural diversity, in some senses, escape financial expression. But there is one way, I think, in which we can see this, and that is that just as we have learnt to realize that biodiversity and the biosphere, the environment, is intimately connected to the economy, and that's been known now for 20 years, ever since the, or 30 years perhaps, ever since the Brundtland report of the 1980s. Now I think it's becoming increasingly recognized that the cultural ecology, the cultural environment, is also essential to the economy. In supportive ways, the networks, what we call the cultural ecology, and that includes cultural diversity, is part of the economy or the economic system, and that to separate these things out is a false separation, that they are part and parcel of the one thing. Can I also say something about the notion of the cultural exception, which has been raised by the Minister last night and has been mentioned again this morning? It's been a difficult thing, as we know only too well. France was the initiator, if you like, of the discussion about the cultural exception in the very beginnings of the General Agreement on Tariffs and Trade, the GATT, in the 1940s, and has continued, alongside Canada particularly, in pressing the fact that cultural goods in international trading system are different from ordinary commercial merchandise. And that's a fight that in a way is still going on. I would suggest that there's something wrong with the terminology when we talk about the cultural exception, because it seems to put culture as something negative, something that has to be excluded. And in fact, I think that really the essence of what we're talking about here is something which we could call cultural recognition, recognizing the ways in which culture contributes to the value of society in ways that go beyond the purely financial, the purely commercial. And so in the lead up to the signing of the adoption of the Cultural Diversity Convention, which has been mentioned, there was discussion as to whether or not the World Trade Organization might be willing to take on cultural goods as a separate thing from the sort of big global marketplace where protection is frowned upon and special exceptions are not liked. I mean, culture has always proved to be a difficult sort of irritant in the world trading system, and I think an alternative component of the world trading architecture, which we hoped might come out of the Cultural Diversity Convention itself. It actually didn't, but there's still hope that something like that might happen. And if so, I think it would make much more rational and sensible way of dealing with cultural goods in the international trading system. And so just finally, if I can say in relation to the Cultural Diversity Convention, it has been and continues to be, as has been said, a major element in the international environment for culture and ways in which culture can be included, and not just included, but become an essential part of the process of sustainable development in the world. And as Jean-Christophe Bass said, it's something which is relevant for the future international agenda, because, as he said, the post 2015 agenda for the United Nations must include culture as a component of that agenda. So far, the signs aren't all that good. There hasn't been a great deal of mention of culture in the discussion so far, but I think there's a big scope for organizations to push that, and particularly the Forum d'Avignon as a group with substantial respectability in the international environment. The convention is something which all European countries, no, not quite all, almost all European countries are signatories to, and the European Union is also a signatory or is a member of the convention. It is the only regional grouping which is allowed to have a separate voice in the discussions in the convention. And I think that's really important because it reflects the fact that in Europe, cultural diversity is seen as such a significant element. And I've often argued that the Cultural Diversity Convention in some ways should be seen as a cultural policy convention, because it's really much broader than diversity. It puts diversity into the broader concept of cultural policy.
Thank you. Merci David Throsby. Voilà donc des agendas mondiaux. Oui, une question. Oui, une dernière réaction. Guillaume Closage préside le Centre de réflexion européen Europanova. J'ai fait récemment un rapport sur le lien entre innovation et production en Europe dans la mondialisation. Et je voulais vous dire plusieurs choses qui abondent dans votre sens. C'est que d'abord, il y a un lien entre industrie tout court et culture. Et on voit que les zones qui sont les plus innovantes dans le monde sont les zones où la culture est la plus vivace et où elle fait partie de la vie de tous les jours. Et donc, il ne faut pas distinguer industrie culturelle, culture, industrie et innovation. Tout ça va de pair, et c'est lié d'ailleurs à la proximité du monde universitaire, du monde des idées. Et donc, le sujet pour les Européens, c'est d'avoir de vraies politiques systémiques ou écosystémiques qui lient les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé beaucoup de diversité culturelle, mais en Europe, il y a de la diversité, mais il y a de l'unité. Et il y a beaucoup plus d'unité, en vérité, que de diversité. Le sujet, c'est la compréhension mutuelle. Et finalement, il y a un siècle, les gens se comprenaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Là, il y a un vrai sujet, et il y a un vrai sujet sur la dynamique politique européenne. C'est que la réalité, c'est qu'au niveau du Conseil européen aujourd'hui, on se comprend moins bien qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Et donc le sujet, quelque part, avec la compréhension mutuelle, c'est l'avenir de l'Europe. Et l'avenir de l'Europe, l'expérience le montre, c'est que pour développer la compréhension mutuelle, il faut développer la mobilité. Avignon a été une place de mobilité dans l'histoire. Lodz, Cracovie, Göteborg, Milan ont été des lieux d'extraordinaire mobilité. Ces mobilités sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'il y a un siècle. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, et il y a un problème qui mérite un questionnement politique. Il se trouve que le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, en 37 ans d'existence, n'a jamais eu une session complète sur le sujet culturel. Je crois que s'il y a un angle fort à prendre, c'est de le mettre à la table des chefs d'État et de gouvernement. J'aimerais rappeler aussi que, on l'oublie beaucoup, mais dans la crise des années 30 aux États-Unis, Roosevelt a fait du développement culturel une priorité. Et il y a eu des centaines de millions de dollars qui ont fait qu'il y a eu une culture populaire américaine qui s'est vraiment développée et qui explique aussi la puissance des industries culturelles américaines. Il faut juste avoir ça en tête. Puis le dernier point, c'est sur l'agenda. Il y a à la négociation, à l'ordre du jour du Conseil européen et de la Commission, un projet qui s'appelle Erasmus pour tous et qui vise à diffuser la mobilité, à la fois pour les enseignants qui sont beaucoup moins mobiles qu'il y a 50 ou 100 ans, mais aussi pour les jeunes. On se rend compte qu'une mobilité précoce de 5 jours à l'étranger quand vous avez 10 ans, ça vaut l'équivalent d'une mobilité d'1 an quand vous en avez 25. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et d'ailleurs, les Américains, merci. Les États-Unis et leur culture populaire ont toujours été soutenus par Franklin Roosevelt, vous le disiez, mais jusqu'à aujourd'hui, on sait bien que l'ensemble des politiciens américains qui voyagent portent dans leur bagage en même temps le service après-vente de la culture américaine. Et c'est toujours bien quand les politiques s'investissent à ce point. Des rendez-vous mondiaux, merci David Throsby, merci Jean-Christophe Bas. Des rendez-vous européens, ils ont été rappelés. Merci à Joachim Steen, merci à Pierre-Carl Pellado, merci à Christophe Gandrovitz, je ne voulais surtout pas écorcher votre nom.